Bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes. Merci beaucoup d'être venus ce soir pour cette nouvelle séance des débats de l'INHA, un programme que l'INHA organise en partenariat avec le journal Libération et qui, chaque mois, chaque dernier jeudi du mois, prend un sujet de société et l'étudie au prisme de l'histoire de l'art. Donc ce soir, nous parlerons de la question de l'histoire de l'art dans les médias, dans les nouveaux médias. Et pour ce débat, qui sera modéré par Claire Moulin, qui est journaliste au service culture de Libération, nous avons le plaisir d'accueillir Hortense Bellotte et Florian Métral, que je laisserai Claire vous présenter rapidement, même si je suis sûre que vous les connaissez déjà. Juste pour vous dire un peu comment fonctionne ce format des débats, la discussion entre Claire, Florian et Hortense pendant environ 1 et quart, mais bien sûr le rôle des débats, c'est aussi de pouvoir vous entendre vous, avoir vos questions, vos avis, voilà, votre point de vue aussi. Donc la fin de la séance est aussi prévue pour ce temps-là, pour que vous puissiez intervenir. Donc voilà, donc je ne monopolise pas plus longtemps la parole, je la laisse tout de suite à Claire et je vous dis à plus tard. Voire en cours de débat même. Il n'est pas interdit de prendre la parole, de nous interrompre. Bonsoir donc à tout le monde, ravi de vous retrouver pour cette 8e, je crois, séance des débats de l'INHA, qui se tiennent tous les derniers jeudis du mois. À l'occasion desquels on a déjà brassé beaucoup de sujets très, très divers, la question des restitutions, la question de l'intelligence artificielle, de la censure, la notion de travail artistique, voilà, c'est un spectre très large. Et aujourd'hui, donc, on s'intéresse à une question qui est peut-être un peu plus endogène, disons, puisqu'on va s'intéresser donc précisément à la question de l'histoire de l'art et de sa diffusion et de son accessibilité. Donc en votre compagnie, Florian Métral et Hortense Bellotte, je vais vous présenter dans quelques instants. Et donc cette question de la vulgarisation qui pose évidemment tout de suite peut-être la question de le risque, disons le défi que pose aujourd'hui sa traduction à l'occasion de l'apparition de nouveaux outils. On va y revenir. Mais peut-être déjà donc un premier constat qui est de dire qu'il y a d'abord sans doute eu ou peut-être même encore une défiance réciproque longtemps entretenue entre ces deux mondes qui se regardent ou qui se sont regardés longtemps en chien de faïence, entre d'un côté donc les représentants d'une discipline qui s'est peut-être un peu considérée au-dessus de la mêlée, un peu hermétique, voire allergique à toute forme de vulgarisation, et de l'autre des médias grand public qui longtemps ont poussé des grands soupirs à l'idée d'intégrer, de donner la parole à ce monde en soi, jugé là aussi peut-être un peu élitiste, replié sur lui-même et donc un peu intraduisible pour certains. Et pourtant, si on se plonge un peu dans cette histoire de la place de l'histoire de l'art dans les médias, on voit qu'il y a quand même eu déjà beaucoup de tentatives et des tentatives remarquables. Alors on se souvient évidemment tous de ce morceau d'anthologie qui a représenté pendant près de 20 ans l'émission Palette, évidemment, d'Alain Jobert, animée par la voix off du comédien Marcel Cuvelier, qui se concentrait donc à chaque épisode sur une œuvre, des peintures de Lascaux à la Dame à la licorne, en passant par Francis Bacon. On se souvient aussi peut-être de tentatives plus audacieuses. Je pense à ce documentaire complètement hors norme de Jean-Christophe Averty, par exemple, consacré à Dali, l'autoportrait mou de Salvador Dali, réalisé en 1966 pour l'ORTF, qui est quand même assez génial. Mais évidemment, Dali lui-même était friand de ses apparitions publiques, donc c'était le personnage idéal évidemment pour ça. Il y a eu évidemment de l'autre côté de la Manche la série Ways of Seeing, je crois que Florian Métral, peut-être vous allez y revenir un peu, produite donc en 1971 par John Berger pour la BBC, série en 7 épisodes qui
posait déjà avant l'heure quand même des questions très actuelles, la question du féminisme, la question du colonialisme. Donc on était en 71 et puis il y a eu ensuite une version livresque de cette émission qui d'ailleurs a été traduite, rééditée en France par les éditions B42 il y a quelques années. C'est un super livre. Et puis au même moment, en Allemagne, on peut noter aussi le projet La Fermes et Galeries de Gerichum, alors qui était un projet d'artiste plutôt, mais qui trouvait là aussi sa destination sur les chaînes de télévision allemandes entre 69 et 71. Et puis si on fait un saut dans le temps, évidemment on ne peut pas ne pas mentionner les histoires de peinture de Daniel Arras sur France Culture en 2003. Et puis, bon, je ne vais pas tous les passer en revue, mais peut-être quand même un objet un peu à part finalement, qui est l'émission réalisée par Marianne Alphand pour la chaîne Histoire, Un œil, une histoire, qui, donc une fois n'est pas coutume, pour le coup, donne la parole à des historiens d'art, ce qui est en fait assez rare, puisque, et on va sans doute l'évoquer ce soir, les historiens d'art sont très rarement convoqués, en fait, contrairement aux sociologues, aux anthropologues, à qui les médias grand public font appel en tant qu'experts sur tout un tas de sujets. On sait que les historiens d'art, enfin, on se demande pourquoi d'ailleurs, ne sont pas très souvent demandés. Et puis bon, il y a évidemment alors tout le versant sur lequel je pense qu'on va pas trop s'attarder ce soir, mais évidemment la presse écrite aussi, qui est quand même un vecteur de diffusion de l'histoire de l'art, alors avec quelques obsessions parfois, ce qu'on appelle dans la presse des marronniers, donc notamment les fameuses énigmes de l'art, qui reviennent régulièrement dans, alors je sais pas, Beaux-Arts Magazine par exemple est très friand des énigmes de l'art, Le Figaro aussi publie régulièrement des séries sur les grandes énigmes de l'art, ils en ont même fait une publication. Il y a aussi souvent dans la presse culturelle généraliste une certaine tentation, et là je me permets, puisque j'étais longtemps journaliste aussi aux Inrecuptibles, où finalement l'intérêt qu'on portait on se concentrait donc plutôt sur l'art contemporain, mais quand on s'intéressait à des expositions d'art plus anciens ou même d'art moderne, je sais qu'on le faisait toujours en regardant, en allant visiter ces expositions depuis le point de vue du contemporain, et même très souvent en compagnie d'artistes contemporains qui partageaient des préoccupations qui nous semblaient pouvoir être les mêmes. Je me souviens de l'expo Hubert Robert au Louvre qu'on avait visité avec Cyprien Gaillard, par exemple, qui travaille sur la ruine moderniste. On s'était dit, tiens, il y a un écho intéressant à cet endroit-là. Et puis donc, plus récemment, on a vu apparaître donc, des nouveaux formats. Alors d'abord les podcasts qui quand même sont aujourd'hui très très présents dans notre paysage culturel. Je pense qu'on va peut-être y revenir, donc je ne vais pas trop m'attarder sur, mais peut-être j'en cite un et puis qui en plus nous permettra d'aborder un point un peu précis un peu plus tard, mais par exemple le podcast de Julie Bozac, Vénus s'épilait-elle la chatte, qu'elle décrit donc comme le podcast féministe et inclusif qui détricote l'histoire de l'art occidental. Mais aussi toute une série d'autres formats, des performances, des spectacles et de très nombreuses émissions ou posts déclinés sur YouTube, Instagram, TikTok. Des nouveaux formats donc souvent courts, et ça je pense que aussi c'est une question qu'on va se poser, la question de la brièveté, donc du formatage. Et des nouveaux formats qui sont portés par une nouvelle génération qu'on peut un peu caricaturalement classer ou distinguer. Disons qu'il y a deux grandes communautés. D'un côté, des historiens et historiennes de l'art qui cherchent à éclater le carcan de l'histoire de l'art, à élargir son audience, à décentrer les angles d'attaque, et sans doute Hortense, vous en faites partie. On peut citer quelques-unes de vos consoeurs, là j'ai que des exemples de femmes, mais il y a aussi quelques
youtubeurs, mais il y a beaucoup de femmes quand même, et c'est peut-être d'ailleurs une question. Donc je pense à par exemple Art History Minute qui s'intéresse aussi aux questions de genre et qui propose des formats courts, donc là aussi invitant à déconstruire l'histoire de l'art. Voilà, qui rappelle régulièrement que derrière Pollock se cache Jeanne Sobel, que derrière Kandinsky on trouve Ilma F. Klint, enfin, etc. On peut citer le travail de Manon Bril aussi, donc qui est également docteur en histoire de l'art et qui a une chaîne YouTube très suivie et qui s'intéresse à des sujets toujours assez anglais quand même. Et puis, il y a aussi une autre famille, disons, donc qui officie essentiellement sur les réseaux sociaux. Alors, certains les classeront du côté des influenceurs, influenceuses. Il et elle donc fabriquent des formats qui sont souvent très inventifs, très audacieux, avec souvent une identité graphique, esthétique assez forte. Je pense à Camille Junot qui anime le compte Instagram La Minute Culture, ou encore à quelqu'un comme Margot Brugvin. Voilà, c'est quand même, il y a un paysage qui est assez vaste et qui n'est pas si facile que ça non plus à décrypter. Il y a plein de familles et de sous-familles, donc on peut peut-être un peu s'attarder là-dessus ensemble. Et donc on voit qu'on est entré voilà, dans une... alors je reprends les mots de Michel de Certeau, mais dans ce qu'il appelle l'opération historiographique, donc qui consiste à raconter... qui parle d'une production d'histoire, mais d'une histoire donc non institutionnelle ou moins institutionnelle, voilà, qui propose une sorte d'interpénétration entre ce que c'est que de faire l'histoire de l'art et raconter des histoires de l'art. Voilà, alors je fais pas plus long sur l'introduction. Je vous présente l'un et l'autre brièvement avant de vous passer la parole. Je vais commencer avec vous, Florian, puisque vous êtes juste à ma droite. Donc vous êtes docteur en histoire de l'art à Paris 1 et titulaire depuis 2024 d'une chaire de professeur au CNRS. Vous êtes spécialiste de la Renaissance. Vous avez consacré votre thèse à aux figures de la Genèse dans l'art italien de la Renaissance, thèse qui a donné lieu ensuite à une publication c'est directement lié, n'est-ce pas? Figurer la création du monde, paru chez Actes Sud. Et puis vous venez de paraître, enfin assez récemment, ce livre Michel-Ange, Ténèbres et Lumières, aux éditions Calippe. Et vous avez également coécrit pour Arte un documentaire adapté de ce livre. Avant le livre. Avant le livre, d'accord. Ce qui est intéressant d'ailleurs à noter. Et vous dirigez aussi un programme de recherche, donc ça aussi je pense que ça va nous intéresser ce soir, alors je ne sais pas si on dit OVA, H-O-V-A, l'histoire de l'art comme savoir oral et visuel, dans lequel vous vous intéressez notamment à cette question de l'oralité qui ne va pas forcément de soi quand on est un historien de l'art ou quand on est à l'intérieur de cette discipline. Voilà, et Hortense Bellotte, donc vous aussi, vous êtes historienne de l'art de formation, autrice, comédienne, et donc vous proposez dans vos spectacles, vos émissions de décentrer le regard sur les œuvres, et leur mythologie dans une perspective qui est toujours assez anglais. Perspective queer, pop et documentée. On vous a rencontré, connu au moment de cette émission géniale sur Arte qui s'appelle Merci de ne pas toucher, dans laquelle vous proposiez depuis une piscine, un kebab, de revisiter des chefs-d'œuvre de l'histoire de l'art, de Rembrandt à Bosch, etc. J'en passe, il y a je ne sais plus combien d'épisodes, une vingtaine, voilà, 20 exactement. Vous avez également réalisé le spectacle 1789 Portrait de famille, présenté au théâtre de l'Atelier et que vous avez remonté cet hiver à Saint-Ouen.
Et vous étiez donc, et vous êtes encore en résidence au musée d'Orsay. Vous avez proposé donc un format assez particulier, Escape Game 19e, qui était donc une visite spéciale des collections du musée d'Orsay. Voilà. Alors peut-être on peut commencer sur quand même un autre point commun, donc au-delà du fait que vous êtes tous les deux historiens de l'art, mais quand on a échangé un peu pour préparer cette rencontre, vous m'avez dit l'un et l'autre que c'est d'abord depuis votre position d'enseignant, donc d'enseignant actuellement ou d'ex-enseignante, que cette question de la vulgarisation s'est posée pour l'un et pour l'autre. Peut-être si vous voulez, et peut-être Florian, si vous voulez commencer là-dessus. Oui, avec plaisir. Bonsoir à toutes et à tous et merci pour l'invitation de la part de l'INHA. C'est vrai que c'est un des points qu'on avait soulevé parce que, bon, comme vous l'avez compris, moi je travaille sur la Renaissance a priori, je suis un peu éloigné du monde de l'audiovisuel, mais la chose m'a intéressé depuis, disons, depuis un certain temps, au moins depuis le début de mes études au cours des années 2000. Et après, elle a commencé à me réintéresser sérieusement, en fait, quand je suis un peu passé de l'autre côté, disons, du miroir, c'est-à-dire de commencer à enseigner. C'est toujours une expérience un peu étrange, et de voir, en fait, commencer à apparaître dans, disons, les travaux des étudiantes, des étudiants, des sources auxquelles je n'étais pas préparé personnellement par ma formation, c'est-à-dire des sources autres que des livres, autres que des articles scientifiques, qui commençaient comme ça à s'immiscer dans en fait, les travaux de recherche des étudiants, des podcasts. Alors il y a des choses, et parmi ces podcasts, en fait, c'est un grand nom, mais qui réunit beaucoup de productions différentes. Il y avait du France Culture, bien sûr, mais il y avait aussi des vidéos sur la Joconde de Léonard de Vinci par une sombre interprétation alchimique ou illuminatiste, je sais pas trop comment dire. En tout cas, je me suis dit, bon, voilà, il se passe quelque chose. Et ma première attitude, je dois dire, je pense que c'était pas la bonne. J'ai dit non, j'en veux pas. Aller dans des bibliothèques, lire des livres, etc. Et le problème, en fait, qu'on constate, c'est qu'en fait, si on n'accepte pas que, disons que les usages changent, et parce que ces usages sont liés à l'apparition des technologies, sont liés au renouvellement générationnel, on ne peut pas lutter contre les usages. On ne pouvait pas empêcher les gens de regarder la télévision dans les années 50, on ne peut pas les empêcher d'écouter de la radio, on ne peut pas les empêcher de faire leurs recherches sur Internet, on ne peut pas les empêcher d'aller voir des vidéos sur YouTube, on ne peut pas. Voilà, c'est un usage qui existe. Et donc, voilà, ma position, disons, pédagogique, était de me dire, bah, qu'est-ce qu'on en fait ? Voilà, comment est-ce qu'on travaille avec ça ? C'était vraiment la réflexion de départ. Bah, je rejoins 2 points dans ce que Florian vient de dire, c'est que moi j'étais spécialiste, alors je suis historienne de l'art en mode petit, c'est-à-dire que moi je me suis arrêtée au Master 2. Donc je suis devenue historienne de l'art en devenant prof d'histoire de l'art surtout. Je me serais pas auto-déterminée comme telle. Et j'avais fait mon Master 2 sur le XVIIe siècle français et la théorie de l'art, donc un sujet qui a priori n'intéressait pas grand monde. Et je pense que plus on a un sujet qui intéresse personne, plus on est sensible à la question de sa vulgarisation. C'est là où, à mon avis, en art contemporain, ils se posaient moins la question de comment ils allaient vulgariser leur affaire, quoi. Et puis, par ailleurs, moi, j'enseignais dans des écoles d'art appliqué. Et il m'est arrivé aussi cette anecdote étrange où je leur demande de mettre des images et puis de les légender, de mettre des œuvres d'art et puis de les légender, une architecture, une sculpture, machin. Et puis là, quelqu'un m'amène une image des pyramides des pyramides d'Égypte pour son architecture. Et elle me dit, j'ai pas mis la légende j'ai pas mis l'année parce qu'on sait pas vraiment si c'est les Égyptiens ou les extraterrestres. Et vraiment, j'ai fait comme vous, je me suis dit. Et après, j'ai vu qu'elle rigolait pas. Et que, effectivement, quand on tape sur Internet les pyramides d'Égypte, on peut tomber, alors c'est pas la première occurrence, sur le fait que c'est les extraterrestres qui les ont peut-être construits. Et donc, cette espèce de déontologie
qu'elle-même, dont elle faisait preuve, c'est-à-dire de dire j'ai trouvé 2 sources contradictoires dont je ne peux pas trancher, une déontologie d'historien, était quand même flippante, amenée par ce nouvel acteur. Et donc c'est vrai que je me suis retrouvée aussi face à ce truc-là, que de toute façon ça devient une source. Moi je suis la première à aller sur Wikipédia. Wikipédia, on critiquait ça énormément quand moi j'étais étudiante, et maintenant, force est de constater que c'est de plus en plus référencé et qu'on peut y trouver des entrées bibliographiques assez dingues. Donc voilà, pour cette espèce d'usage qui de toute façon préexistait à notre volonté et avec lequel il fallait dealer de toute façon. Ça me fait d'ailleurs penser, on a eu cette discussion, mais si on part sur un cas précis qui pose là aussi la question de l'usage qui est fait de ces nouveaux formats, on échangeait sur donc je l'ai mentionné le podcast de Julie Bozac et notamment celui qu'elle a consacré à Picasso. Et l'an dernier, au moment de toutes les célébrations à l'occasion du cinquantenaire de la mort de Picasso, le musée Picasso a organisé ce grand séminaire passionnant d'ailleurs pour tenter un peu de déminer un certain nombre de sujets problématiques liés à Picasso, et aussi pour faire face quand même à une désertion du musée, et notamment de la part du jeune public et notamment des étudiants en art qui donc le podcast de Julie Bozac qui a été quand même extrêmement diffusé, et il y a eu ensuite une version vidéo de Manon Bril, une adaptation vidéo qui a fait je ne sais plus combien de millions de vues, et qui pour beaucoup d'étudiants, même en art et même en école d'art, était l'unique source, et qui a mis un peu le feu aux poudres, et on a vu le musée tenter, évidemment, ils ont fait un travail remarquable de ne pas éviter le sujet, évidemment, de s'en saisir, mais aussi d'apporter d'autres éclairages, Qu'est-ce que vous en pensez de ce... En l'occurrence, Julie Bozac, c'est pas les extraterrestres non plus. C'est pas les Illuminati. C'est vrai. Ouais. Celle qui fait ce podcast-là, elle a fait l'école du Louvre, donc elle est diplômée, etc. Et elle fait son argumentaire d'une manière assez classique la plupart du temps, en référençant des livres, en interrogeant des gens qui ont écrit des livres. Donc il y a quelque chose d'assez traditionnel dans notre manière d'apprendre comment on argumente. Après, elle a son prisme féministe qu'elle assume entièrement, et peut-être des choses qu'on peut considérer comme des raccourcis, mais des raccourcis dont elle ne ferme pas complètement les portes, c'est-à-dire qu'on peut très bien aller lire les livres et puis se faire une idée par soi-même. Voilà, il y a un petit peu ça, c'est-à-dire qu'elle ne verrouille pas le corpus, elle le donne, elle dit où elle a trouvé les infos, et après on y va. Moi je trouve ça plutôt formidable qu'un podcast puisse éventuellement faire trembler un musée ou tout d'un coup ou une figure comme ça, et dans des proportions très très relatives, quand même. C'est-à-dire que c'est le musée Picasso à Paris qui a un petit peu eu chaud, mais là, c'est ce que je disais quand on parlait. Par exemple, là, il y a l'Atelier des Lumières qui fait projection en 3D, mapping, je ne sais quoi, Picasso. Tout va bien. C'était Astérix juste avant, là c'est Picasso, tout va bien. Il n'y a pas de problème en fait. Et les Picasso valent toujours ce qu'ils valent. Il n'y a pas eu une chute de la cote, il y a eu une chute de fréquentation des étudiants en école d'art au musée Picasso dans le centre de Paris. Mollo sur le cataclysme. Oui, enfin, il y a plusieurs questions dans la question, mais c'est le problème du. C'est un cas particulier pour aborder. Non, mais c'est un cas particulier, mais c'est intéressant parce qu'il y a là, pour rebondir sur ce que disait Hortense, c'est la question aussi du choc des représentations. C'est-à-dire que si à un moment ces podcasts ou ces productions existent, et si elles créent des problèmes, notamment au sein du cadre institutionnel, c'est parce qu'elles viennent répondre manifestement à un besoin.
Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire, notamment du côté du public de ces podcasts, c'est qu'il y a le constat d'un manque. Alors, on peut poser des tas de questions sur ce manque, mais notamment sur ce qui n'est pas enseigné ou de ce qu'on aurait attendu de l'enseignement et qu'on n'a pas eu. Je pense que c'est quand même ça aussi qui, j'ai l'impression, dans la création de ces podcasts, c'est ce qui est peut-être un des événements déclencheurs. Je ne dis pas que c'est le seul, mais à mon avis, c'est un événement déclencheur, venir combler un manque. L'autre problème, et on en parlait aussi, en fait, c'est sûr, on va sauter sur la créatrice ou le créateur du podcast, mais en vérité, lui-même, il est comme l'artiste, c'est-à-dire qu'à un moment, il est dépossédé de sa production, et si il l'a fait dans une intention précise, et qu'en face, effectivement, par les étudiantes et les étudiants, elle est utilisée comme, je ne sais pas, l'équivalent d'une monographie de référence sur Picasso, peut-être que là, effectivement, on a un problème. C'est-à-dire qu'on horizontalise des productions qui n'ont absolument rien à voir, qui n'ont, à mon avis, pas du tout la même ambition à la base, et c'est là où vraiment il faut agir, à mon avis, c'est-à-dire se demander c'est quoi en fait aussi les critères de scientificité qu'on peut appliquer à ce type de ressources. On en a parlé un petit peu dans le séminaire que vous mentionnez avant, Claire. On est arrivé à l'idée que peut-être nous aussi, en histoire de l'art, on aurait besoin d'un Nutri-Score, du Nutri-Score des podcasts ou des vidéos. Voilà. Est-ce que c'est du A ou est-ce que c'est du E? Vous voyez? Alors c'est très problématique, mais comment est-ce qu'on applique des critères scientifiques à ce type de production? Et c'est peut-être pour moi une des manières de résoudre peut-être l'ambiguïté ou les peurs ou les craintes, etc. Moi, ça va, j'ai un bon Nutri-Score. Je suis même invitée à l'UNHCR. Il est très bon. Il est très bon. Ouais. C'est cool. Mais justement, Hortense, quels sont enfin, si vous voulez bien partager un peu votre méthode, quoi. C'est-à-dire, c'est quoi, qu'est-ce que vous fixez un peu comme critères, comme jusqu'où vous allez, voilà, c'est quoi le cadre que vous... Alors j'imagine que d'un format à l'autre, ça bouge aussi, mais il y a une exigence en tout cas dans ce que vous faites. Voilà, où elle se situe en fait? Moi, ma démarche première, ça n'a pas été, et peut-être que c'est dû à ma formation. Moi, j'ai été formée à l'université, j'étais à Nanterre, et après, les 2 années de master, en fait, on les fait ici. Et contrairement à des gens comme Julie Bozak ou comme d'autres gens qui ont fait l'école du Louvre, qui en ont souffert, pour les raisons justement, avec cette sensation d'avoir été brutalisés dans leur, parfois même dans leur être, pour les questions qui sont les questions de féminisme ou décolonial, etc. Moi, ça n'est pas le cas. J'ai très bien vécu mes études. Je trouvais ça super. Et par contre, moi, je m'étais nourrie de tout ce que j'avais appris avec mes professeurs d'histoire de l'art. Je m'étais nourrie au-delà même de ce qu'ils m'avaient enseigné. C'est-à-dire que j'ai vu dans le XVIIe siècle des levées d'émancipation libertaire que sans doute personne ne m'avait enseigné. J'ai un peu pris ce que je voulais y voir, et Merci de ne pas toucher est né de ça, la série de c'est formidable toutes ces peintures là, on peut très bien, l'idée n'était pas de les dégommer du tout, mais davantage de voir comment elles pouvaient nous accompagner dans nos problématiques d'aujourd'hui, et comment elles m'accompagnaient moi, et comment elles me permettaient de vivre mon existence qui était celle de moi avec mes potes dans mes activités du quotidien, ce qui fait l'objet de la mise en scène de la série. Après, j'essaye à chaque fois. Donc là, disons, pour cette série, je suis allée chercher vraiment dans mes cours, quoi. Mais vraiment, et j'ai envoyé un mail à mes profs de Nanterre pour leur dire, bon, bah voilà, merci. Elles m'ont répondu. Que leurs enfants avaient déjà vu ça sur Instagram et que c'était cool. Après, bon, je pense qu'on divergeait sur pas mal d'autres aspects. Mais globalement, moi, j'envoie toujours les trucs aux historiens de l'art. Tous mes spectacles, j'invite tous les historiens de l'art que j'ai lus. Et parfois, je les interroge. Je bois des cafés avec eux. Je leur demande... aussi parce que ça me permet de gagner du temps parfois. Je préfère boire un café pendant 1h30 plutôt que lire un pavé comme ça. Mais aussi parce que je pense qu'on bosse ensemble. Et je suis très contente quand ils viennent voir mes spectacles. Et ça, que ce soit pour la Révolution française, j'avais invité Anne Lafont, Charlotte Guichard, Sylvie Steinberg,
tous ces gens que j'avais lus pour Guillaume Mazot, etc. Pour le 19e siècle, j'ai invité Emmanuel Furex, tous les jeunes chercheurs qui sont mes sources, et j'adore quand ils sont en phase et qu'on travaille ensemble, parce qu'en réalité, moi, je pense que c'est une des raisons pour laquelle la vulgarisation en histoire de l'art peut jouer un jeu très fort, c'est que, comme vous le disiez, les historiens de l'art ne sont plus tellement invités dans les médias, mais sont, comme tous les chercheurs de l'université, ne se représentent plus tellement un organe de consultation du politique. Et donc, on est obligé de faire ce détour par le grand public et par la pop culture pour que les recherches des historiens de l'art puissent avoir une sorte d'effet ou d'écoute. Et je sens bien ça dans les historiens de l'art, moi, que je rencontre, qu'ils sont très contents de pouvoir que je les aide à aller prendre leur recherche, qui est très active et très pointue, et de la ramener sur le devant de la scène aussi pour forcer. En fait, on prend le politique à revers, disons. Voilà. Et ça, Florian, vous partagez. Enfin, est-ce que cette idée que peut-être les historiens de l'art ne seraient donc pas, alors je ne sais pas si c'est par choix ou, mais en tout cas ne seraient peut-être pas assez descendus dans l'arène politique, et qu'aujourd'hui il faudrait passer par ce détour. Ça, c'est un constat que vous faites aussi, ou... Le constat, il est clair, c'est si on demande de manière générale qui est la figure médiatique de l'histoire de l'art en France aujourd'hui, je doute fortement qu'on cite un historien de l'art. Voilà, on citera Stéphane Bern, par exemple. Si on remonte dans les années 70, on aurait davantage cité André Chastel, que vous voyez à gauche, mais parce que André Chastel, qui était aussi à l'origine de l'INHA, était quelqu'un qui était présent médiatiquement. C'est lui qui avait défendu, notamment au moment de la création de l'inventaire général, etc. C'est-à-dire qu'il faisait la mission de défense du patrimoine, notamment dans les médias. Alors qu'a priori, c'était pas son terrain, disons, de recherche initiale. Ah oui. Et c'était le cas de Daniel Arras d'une autre manière, c'est-à-dire que lui a été médiatisé, je pense un peu malgré lui. C'est juste que je pense qu'il était apprécié. C'est quelqu'un qui avait aussi une très bonne élocution, une certaine facilité à s'exprimer en public. Il a été très souvent intervenant sur France Culture, et donc, voilà, il y a un moment, et les émissions dont on a parlé, les émissions Histoire de peinture, elles sont extrêmement importantes pour ça, parce que elles sont extrêmement importantes. Moi, c'est parce que c'est le premier livre que j'ai découvert quand j'ai commencé l'histoire de l'art. Et ça me fait rire parce que je dis livre, parce que pour moi, c'était un livre à l'origine. J'ai su qu'après, parce que j'y connaissais rien, j'arrivais par l'histoire, je connaissais pas grand-chose à l'histoire de l'art, j'ai su après qu'en fait, c'était la transcription d'émissions radio. Alors ça m'a beaucoup interpellé. À cette époque-là, on les trouvait pas. Il y avait pas YouTube, faut le savoir, dans les années 2000. Donc il fallait les pirater ou les récupérer sur un CD. Et voilà, moi ça m'a beaucoup marqué. Et voilà. Et tout ça pour dire pourquoi il n'y a plus personne aujourd'hui. J'ai pas vraiment l'explication. J'ai pas l'explication. Je pense qu'il y a une méfiance, ça c'est très clair, mais elle est assez ancienne. Faut remonter quasiment, Pierre Bourdieu, voilà, c'est-à-dire l'espèce de méfiance. Et Bourdieu l'utilisait quand même, mais en histoire de l'art assez peu. Et je ferai la nuance, à la différence, je distinguerai université et musée. Pas du tout la même chose. Quand on regarde d'ailleurs historiquement, les musées ont d'ailleurs que ce soit les conservateurs, les commissaires d'exposition, etc., ont une plus grande exposition médiatique de fait qu'ils organisent des événements qui ont une plus grande résonance médiatique. Côté universitaire, on sort beaucoup de livres, etc. Moi, j'aurais adoré avoir un papier dans Libération. Bon, c'est pas le cas, mais j'en profite. Mais c'est pas le cas, mais parce que ça n'a pas la même résonance médiatique. C'est pas le même produit. Et moi, ça m'interpelle beaucoup que quelqu'un comme Hortense, par exemple, soit très souvent sollicité par les musées, de ce que je comprends, et peut-être moins du côté, disons, universitaire.
Ou je sais pas, c'est une question. Oui, ça que je c'est parce lance. que l'université a moins d'argent, tout simplement. Non, puisque de fait, oui, les musées se sont réveillés et m'ont sollicité, mais parce qu'ils ont des lignes budgétaires qui leur permettent de faire ça. On a fait par exemple un truc avec Emmanuel Furex qui a réussi à choper 2000 balles de la fac de Créteil pour faire des petites vidéos de vulgarisation avec le musée Carnavalet, etc. Mais on a tiré le truc par le, comment on dit? Le diable par la queue. Voilà. C'était quand même un peu improbable. En réalité, dans les universités, il n'y a pas beaucoup de lignes budgétaires pour ça. J'ai l'impression. Ouais. Je crois que ça s'explique par ça. Et juste pour rebondir, mais on en parlait juste avant que ça démarre, mais c'est vrai que quand on voit que sur France Culture, donc effectivement il n'y avait plus d'émissions consacrées à l'histoire de l'art, et effectivement l'émission, la seule émission qui renaît aujourd'hui est confiée donc non pas à un historien de l'art, mais à un historien Boucheron, Patrick Boucheron, oui. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Ben, moi, j'ai été invitée par Patrick Boucheron pour faire partie un peu des chroniqueurs qui se relaient pour faire des petites chroniques dans son émission. C'est là qu'en discutant avec mes amis historiens de l'art, dont beaucoup sont aussi dans l'INHA et sont aussi chroniqueurs, ils m'ont dit, mais tu sais, ça a fait un peu scandale le fait que ce soit confié à Patrick Boucheron, qui est un historien, et que comme s'ils n'avaient pas trouvé un historien de l'art capable de faire ça, ou médiatiquement suffisamment imposant. Et en réalité, ils s'entourent quand même de pas mal d'historiens de l'art, des véritables, plus que moi. Et aussi, une des raisons à ça, c'est peut-être justement que il fait aussi partie des tenants d'une histoire un peu qui s'empare des questions socialement vives, mot que j'ai appris au musée Carnavalet et au service des médiations et relations avec les publics. C'est qu'en fait, l'histoire de l'art pendant longtemps ne s'est pas occupée des questions socialement vives. C'est-à-dire notamment des questions de féminisme, de queerness, de race, de classe, etc. Des choses qui pouvaient animer les gens. Soit parce que ils étaient trop snobs et parce qu'une partie de l'histoire de l'art a quand même aussi été créée par des propriétaires de tableaux et des riches héritiers. Soit parce que justement l'histoire de l'art a tellement dû lutter pour s'affirmer en tant que science et non pas comme un art de la conversation, que ils ont tout fait pour essayer de se détacher du réel et aller se renfermer et vraiment se dire non, nous faisons partie de la République des lettres, comme disait un de mes profs ici à l'INHA. C'était vraiment un enjeu de scientificité. En tout cas, toujours est-il que l'histoire a toujours eu sa frange radicale. Il y a toujours eu les historiens activistes qui s'emparaient des questions sociales, etc. L'histoire de l'art, on dirait qu'ils ont qu'on a découvert ça. Oui, je disais il y a 6 ans, mais je sais pas, il y a 6-7 ans. Ouais, je sais pas quand est-ce qu'on a découvert ça. Peut-être en 2020 avec les déboulonnages, j'en sais rien. Ça, Florian, est-ce que cette idée donc, d'admettre que donc, l'histoire de l'art comme l'histoire est donc un récit, qu'il y a donc des narrateurs derrière, que les récits sont donc situés, que voilà, il y a des biais. Ça, vous êtes d'accord avec Hortense aussi sur le fait que c'est une découverte, je plaisante un peu, mais récente, disons, dans du côté de l'histoire de l'art. Et est-ce que du coup, c'est cette frange-là, cette direction-là qu'on prend effectivement que prennent aujourd'hui une jeune génération d'historiens de l'art Je ne sais pas si c'est nouveau, disons, du point de vue de la littérature traditionnelle, j'entends écrite. Je pense pas, voilà, à titre personnel, mais parce que il y a aussi, c'est juste que ça n'a pas été proposé, disons, dans un récit global. En fait, c'est un problème. Pour moi, c'est un problème d'écriture, tout ça. C'est un problème d'historiographie. On a dit le mot. C'est moins l'histoire de l'art en tant qu'elle va produire
disons je sais pas, des découvertes, des nouvelles interprétations, etc., que la manière dont elle écrit ses propres récits. En gros, l'histoire de l'art. C'est vraiment là, en fait, où la chose se joue. Moi, ça m'est arrivé plein de fois, enfin au moins 3 fois, de diriger des mémoires sur voilà, des étudiantes qui voulaient travailler sur des artistes féminines du XVIe siècle en m'expliquant « Ah bah, j'ai trouvé aucun article avant 2015 ». Je leur dis non, il y a des choses. En fait, il y a des choses, simplement, c'est pas présenté, disons, dans le moule auquel on attendrait que ça se présente parce que ça obéissait à d'autres problématiques, etc. Donc moi, je rejoins totalement le constat de dire que effectivement, en comparaison aux historiens, on n'a pas utilisé, disons, les médias, l'audiovisuel, comme une espèce de stratégie de légitimation, notamment de courants théoriques nouveaux. Ce qu'ont fait les historiens, c'est ça, les Le Goff, etc., sur France Culture, la nouvelle histoire, c'était quoi? C'était voilà, aussi la promotion d'un renouvellement méthodologique, d'évolution théorique, etc. Et un autre point, parce que je rebondis à ce que disait Hortense, un autre point, c'est aussi cette idée, que moi je trouve vraiment bizarre, mais que on a l'impression que tout le monde peut parler d'histoire de l'art. Alors ça, c'est un truc moi, ça me scie parce que est-ce que tout le monde peut parler d'histoire? Bon, j'en doute, mais il viendrait à l'idée de personne que tout le monde peut parler d'astrophysique. Voilà, personne ne se lancerait dans une explication de, je ne sais pas ce qu'est le boson de Higgs ou je ne sais quoi. Or, tout le monde pense que il n'y a pas de problème, faire une analyse de tableau, etc., faire de l'histoire de l'art, tout le monde peut le faire. À mon avis, c'est là aussi ça se joue sur le problème de légitimité de la discipline, c'est-à-dire ça donne l'impression que c'est accessible. Alors c'est à la fois la beauté et le côté un peu malheureux de l'histoire de l'art, c'est-à-dire qu'on voit bien que c'est une discipline qui attire très largement, et ça se voit, et c'est pas qu'une histoire c'est vraiment multigénérationnel. Et en même temps, je pense que le milieu a parfois tendance à se mettre en retrait parce qu'il voit aussi la manière dont ça peut être capté, détourné, etc., de mille façons, qui fait qu'à la fin, en fait, le discours est dilué. Et l'autre crainte, vous en parliez en introduction, en fait, c'est la question des formats et la question de la déformation. C'est-à-dire, on a peur du format court et on a peur que le propos soit simplifié. Voilà, c'est ça, je pense, les craintes du côté du milieu académique, parce que oui, les pavés en histoire de l'art, c'est le lot de la discipline, et c'est parfois vraiment difficile à lire. Et de l'autre côté, nous aussi, tout le monde a besoin de formats courts qui condensent, mais voilà, comment est-ce qu'on arrive à cette articulation? Hortense. Non, j'ai rien contre les pavés. Hein. Moi, les seuls pavés, je lis pas de romans. Les seuls pavés que je lis, c'est de l'histoire de l'art. Mais sur cette question de la figure de l'amateur, ça, c'est un vrai. On citait Stéphane Bern tout à l'heure, mais il n'y a pas que lui. Il y a aussi Laurent Deutsch, et il y a aussi tout un tas d'autres gens. Mais effectivement. Le fait qu'on n'a pas besoin d'être historien de l'art pour parler d'histoire de l'art, on obtient sa légitimité un petit peu autrement et avec cette figure, mais qui est très XVIIe siècle, la figure du connoisseur et de l'amateur d'art, et qui est à l'origine même de la constitution de la discipline de l'histoire de l'art. Et que Félibien, au départ, c'est un connaisseur et c'est un gentilhomme qui est capable de parler d'histoire de l'art. Et donc ça rentre là-dedans, dans une culture qui est quand même une culture aristocratique du connaisseur d'art, et qui va fonder sa légitimité à la fois sociale et scientifique sur... les deux se nourrissent, quoi. Et là, on recoupe Michel Foucault, qui parlait justement de cette espèce de culture du secret qui est entretenue par ce petit cénacle et qui est très propre à l'histoire de l'art, comme une culture élitiste, et où on cultive le fait qu'il y aurait comme un secret, qui n'existe pas en réalité, hein, mais que tout le monde a intérêt à faire croire qu'il y a vraiment quelque chose à savoir, et que c'est pas tout le monde qui pourrait se sentir légitime de savoir. Parce que effectivement, n'importe qui, même un Stéphane Bern, peut se
piqué tout d'un coup de parler d'histoire de l'art. Et en même temps, on dit aussi que l'histoire de l'art et tout ce qui est un peu des trucs artistiques comme ça, et moi je l'ai vérifié chez mes amis, c'est vraiment le seul truc où tout le monde va dire « Oh, moi j'y connais rien. Oh, pourtant j'y connais rien. Et oh, j'aime bien ce que tu fais, pourtant j'y connais rien. » Et ce truc-là, alors qu'il y a plein d'autres domaines auxquels on connaît rien, comme l'astrophysique, et moi je dis tout le temps, je comprends absolument rien à la Wi-Fi, comment ça marche la Wi-Fi, mais j'en ai pas honte, je m'en fous. Et alors que je l'utilise beaucoup plus que la Joconde. Et cette espèce à la fois de honte, comme si on se sentait honteux de ne pas connaître, parce qu'on devrait connaître, mais on le dit qu'on connaît pas, et en même temps, dès qu'on va connaître 3 trucs, on va l'étaler. Enfin, il y a un peu cette espèce de truc qui, pour moi, est le produit de cette espèce de fausse culture du secret, qui est un outil de domination sociale, si on veut prendre un terme un peu marxiste, mais qui est, en tout cas, qui sert certains. Et c'est en ça que l'université, moi, je la trouve super, parce qu'elle permet à un moment de réaligner les choses sur du concret, sur du réel, quoi. Peut-être, puisque vous citez Stéphane Bern et Laurent Deutsch, non, je pense à... J'ai cité Michel Foucault aussi, on n'est pas obligé de retenir que Stéphane Bern et Laurent Deutsch. Non, je pense à quelqu'un pour le coup, qu'on n'a pas cité, mais qui fait aussi un carton quand même, avec un spectacle sur l'histoire de l'art qui est Hector Obalk. Et je voulais juste vous faire réagir, puisque là, donc, il a quand même réuni plus de 120 000 spectateurs à ce jour. Et encore, je crois que mon chiffre date un peu. Mais il a dit, donc, son parti pris, voilà, c'est ma vision de l'histoire de l'art exclut le contexte politique, car il faut montrer la singularité anhistorique d'un artiste, ce qu'il fait, qu'il reste unique. Bon, j'imagine que vous n'êtes pas tout à fait raccord. Qu'est-ce que ça Je pense qu'on n'est pas d'accord, en plus pas pour les mêmes choses, mais... Alors qu'est-ce que, en général même, alors comment on moi je l'ai pas vu, hein, pour être honnête, ce spectacle. Non, moi j'ai pas vu le spectacle, mais j'ai vu ce qu'a produit Hector Obalk depuis des années. Ce qu'il a introduit, disons, je suis pas sûr que ce soit de l'histoire de l'art. Pourquoi c'est pas de l'histoire de l'art ? Dans le format, j'entends. Ouais. C'est-à-dire ce qu'il a fait est assez intéressant quand même. C'est qu'il a un peu spectacularisé le documentaire d'art, qui était quand même un truc vraiment, vraiment ennuyeux. Et il y a encore des documentaires d'histoire de l'art qui sont vraiment ennuyeux. C'est un peu la vie et l'œuvre. C'est un génie, etc. Il a accompli des choses extraordinaires. Lui, ce qu'il a fait, c'est autre chose. Il s'est déplacé dans les musées, il a beaucoup filmé, il y avait des dispositifs techniques assez importants. Mais il y a aussi une grosse part de mise en scène. C'est-à-dire qu'il faut aimer Hector Obalk pour aller voir Hector Obalk. Voilà. Sinon, à mon avis, ça peut parfois un peu bloquer. Donc il est devenu grosse tête maintenant. Je crois, ça fait 1 an. Ah oui. Donc c'est c'est une proposition. Voilà. Ouais, pour moi, il s'inscrit directement dans la lignée des vulgarisateurs années 90, c'est-à-dire des gens qui s'émancipaient et de l'université et des sciences, c'est-à-dire qu'il peut très bien dire « Ah, c'est ma subjectivité » et bouclier d'immunité. Et à la fois, il utilise quand même l'argument d'autorité du sachant, qui fait qu'il ne rentre pas non plus en discussion avec ses contemporains, comme le font par exemple tous les petits vulgarisateurs sur Instagram. C'est-à-dire que si tout le monde est en contact, et si à un moment on lui dit « bah non, là t'as dit de la merde, non, machin, ah bon, pardon, je vais changer », enfin, lui, il s'émancipe de ça. Donc en fait, il n'est en dialogue avec aucun père. Et donc, il dit ce qu'il veut. Et après, sa subjectivité à lui, vraiment, moi, elle ne m'intéresse pas. Et je la trouve datée, je la trouve pas drôle, je la trouve misogyne. Et son articulation de l'histoire de l'art, elle est elle aussi extrêmement datée. Et
plus personne aujourd'hui à l'université française ne pourrait s'émanciper pourrait faire une histoire de l'art formaliste. Ça n'existe plus, l'histoire de l'art formaliste. C'est pas purement formaliste et puis son formalisme, ça se limite à la Renaissance. D'abord c'est Michel-Ange avec ses gros muscles, et puis après après ils mettent plein de couleurs partout. Enfin c'est quand même pas ça va pas chercher très très loin. Et il utilise quand même l'argument d'autorité. Et c'est là où je trouve qu'il y a un problème déontologique, outre son titre. C'est-à-dire que toute l'histoire de l'art en je ne sais pas combien de temps, non, toute l'histoire, donc déjà c'est pas toute, et c'est l'histoire de l'art occidental. Et il y a un moment, il faut dire les mots. Et tous ces mots-là, c'est des questions qui passent à la trappe, et ça passerait jamais à l'université un titre comme ça. Enfin, et c'est en ça qu'il est... Il est en roue libre. Peut-être... Ah, pardon. Non, c'était simplement pour remettre aussi un peu les choses, disons, dans le temps long, parce que, comme vous avez compris, ce qui m'intéresse aussi, c'est un peu, disons, l'avant, pas les nouveaux médias, mais les vieux médias, on va les appeler comme ça. Mais l'argument d'autorité, il est capital, parce qu'en fait, et aujourd'hui, on voit bien que c'est ce problème-là, mais c'est pas qu'en histoire de l'art. C'est l'argument d'autorité, c'est absolument partout. Mais aussi parce que lorsqu'on se replace dans le contexte années 70, etc., qu'on a André Chastel sur un plateau, oui, personne ne moufte, tout le monde se tait, il parle, c'est le professeur, et c'est ainsi. Voilà. Et d'ailleurs, sur le plateau, il y a toute une assemblée de collègues. Il y a une femme, c'est la seule, une américaine. Mais voilà, André Chastel parle et il monopolise, je pense, 80% du temps de parole de l'émission. Et je trouve ça intéressant de la mettre à droite avec Federico Zeri, qui est peut-être une personnalité que vous connaissez pas trop, mais qui était un peu même génération que Chastel, mais qui lui était très connu en Italie et qui a été, à mon sens, un des premiers justement à s'attaquer un peu à l'argument d'autorité. Et il l'a fait justement il faisait des émissions télé et il apparaissait dans des espèces de peignoirs en soie ou des espèces de tuniques, et il appelait ça les tuniques anti-académiques. Hein. Donc elles étaient là en fait pour casser en fait l'espèce de décorum universitaire très pesant, le ton professoral, la verticalité, etc. Voilà. Et j'ai l'impression que le mouvement dans lequel on est aujourd'hui, enfin, on est un peu dans ce prolongement-là, et on est même encore plus loin, je pense, parce que maintenant, presque les enseignants, les professeurs qui doivent répondre aux propositions peut-être d'étudiants. Alors c'est intéressant, mais voilà, tout ça pour dire que c'est un mouvement qui a quand même commencé il y a un certain nombre d'années et qui est profondément politique. Il n'y a pas de doute là-dessus. Si on prend l'exemple de John Berger dont on parlait au début, s'il y a quelque chose de politique, c'est bien Ways of Seeing, et pour ça, il a été critiqué d'affre-marxiste, etc., etc. Et parce que la proposition qu'il faisait a été évidemment contraire à toute une certaine vue aux représentations de l'université. Ça vous dérange pas, je passe l'extrait parce que... Là, on peut le lancer. Men dream of women. Women dream of themselves being dreamt of. Men look at women. Women watch themselves being looked at. Women constantly meet glances which act like mirrors, reminding them of how they look or how they should look. Voilà. Ça m'intéressait de le passer parce que la manière dont le film est construit, alors c'est pas sans analogie, je crois, avec Merci de ne pas toucher, c'est-à-dire il y a
il y a un anachronisme dans le montage, une mise en situation dans le monde présent. Mais surtout, Ways of Things, je veux dire, ça pose des questions sur en fait comment on regarde, qui domine le regard. Bon, en l'occurrence, c'était évidemment le regard masculin, et c'est pas du tout quelque chose sur l'histoire du nu féminin. Regardez comme cette chair est bien représentée, l'effet de profondeur, etc. Enfin, toute cette histoire dont on parlait un petit peu avant. Donc, voilà, c'était aussi pour replacer les. Sur cette question justement Florian parle de l'anachronisme qui me semble être un outil quand même, l'anachronisme et l'humour évidemment dans ce que vous faites, mais on le sent ici aussi. En quoi c'est justement un outil utile pour... Comment vous l'utilisez aussi, voilà. L'humour, je l'utilise à la fois comme quelque chose d'assez plaisant et même spontané, comme dans un art de la conversation, comme un prof aussi, parce qu'en fait, il faut faire des petites blagues si on veut être écouté. Enfin, c'est-à-dire que c'est juste une technique rhétorique, mais qui n'est pas technicienne du tout, hein, qui est plus spontanée qu'autre chose, mais il y a ce côté-là. Et puis, il y a aussi l'idée que l'humour permet de décadrer. Et l'anachronisme aussi, et que tout d'un coup... puisque moi, mon idée, c'est un peu comme John Berger, que moi, je connaissais pas quand j'ai fait Merci de ne pas toucher. C'est un journaliste belge qui m'a dit, mais il faut absolument que vous voyiez ça. Et je suis fan inconditionnel, c'est magique. Et je me suis dit, quand même, si ça s'est fait il y a si longtemps, c'est quand même qu'il y a une transmission à un endroit, il y a une courroie, c'est pas passé. Et c'est pas juste une histoire d'époque qui change, c'est aussi une volonté. Pourquoi ce truc-là pourquoi cette voie-là n'a pas prise alors qu'elle aurait pu. Et il faut préciser, pardon, c'est pas un historien de l'art. C'est pas un historien de l'art. Oui. Oui, c'est pas un historien de l'art. Mais c'est justement avec cette idée de l'histoire du regard, et de l'histoire sociologique. Et moi, j'ai l'impression que je fais un peu pareil, c'est-à-dire que je fais de l'historiographie en acte. C'est vrai que je serais bien embêtée, moi, de faire les énigmes de l'art ou le truc comme ça. Quand j'ai proposé au musée d'Orsay un escape game, c'était aussi pour me moquer un peu de ça. Le sous-titre de mon escape game, c'était « Comment échapper aux héritages misogynes, racistes et capitalistes du 19e siècle » en 60 minutes chrono. Donc c'est aussi de dire la question de l'énigme. Moi, à part une énigme de l'archéologie culturelle, je sais pas faire ça. Et donc c'est vrai que c'est plus l'histoire du regard, et avec cette question de qui regarde quoi, comment, pourquoi, et qui domine à ce moment-là, et comment cette énonciation-là rappelle celle-ci, et de là on peut essayer de comprendre nous-mêmes nos propres cadres intérieurs qui sont toujours en acte, en fait, parce qu'on est issu de cette période-là. Et notamment pour le 19e siècle, c'était très clair puisqu'on est très proche. Mais l'important, ce que vous nous avez amené là, vous voulez le commenter? Alors oui, ça c'était juste pour faire un truc justement par rapport à la question des sources. En septembre dernier, il y avait donc le magazine Beaux-Arts qui a fait une espèce de story sur Instagram où il faisait une sorte de petit, je sais pas, une petite arborescence pour non-initiés. Genre, si vous y connaissez rien à l'histoire de l'art, par où vous pouvez commencer, quoi. Donc, ils mettaient, et c'était assez drôle sur la mise à plat de toutes les sources, voilà, dont on parlait en introduction. Donc, il y a à la fois retourner sur les bancs de l'école avec les cours de l'école du Louvre, le Grand Palais, etc. Et puis après, il y avait donc les classiques en livre, vidéo. Et alors, en vidéo, il y avait à la fois Palette et Merci de ne pas toucher. Donc je trouvais ça drôle aussi que la toile percée aussi. Mais donc je trouvais ça marrant que un peu depuis Palette, on n'a pas fait grand chose en vidéo francophone. Donc de 88 à 2003. Et puis après il y avait les podcasts. Et pareil, dans les podcasts, il y avait Daniel Arras et Vénus et Piletel la chatte. Et on voit bien, c'est joli quoi. Quand même, et puis les encyclopédies en ligne, donc là bon,
Google machin. Et après, voilà, il y avait le 6, suivre les bons comptes sur Instagram et TikTok. Avec cette idée aussi que, bon, là, ils ont mis les bons comptes. C'est-à-dire qu'il y a cette idée que pour aller sur Insta ou quoi, il faut quand même faire un tri. Il faut déjà qu'il y ait un tamis qui soit passé. Et donc là, il parlait de la Minute Culture, Marno Brugevin, le Sotheby's Institute. Alors là, je sais pas si c'était un partenariat. Et puis après, ils ont cité tout un tas d'autres, mais aussi Wherever You Go, Eva Kirillov, machin, Louise machin, Mr. Bacchus. Et là, il y en a deux que je connais bien et qui sont un peu des copains et qui sont pas historiens de l'art justement, qui sont dans cette catégorie des influenceurs. Wherever You Go et Mr. Bacchus, c'est il y en a un qui était community manager et l'autre mannequin de profession. Mais moi, c'est tout ce petit monde-là que j'ai découvert quand j'ai sorti la série, c'est qu'en fait, tous ces gens-là m'ont écrit. Enfin, très rapidement. Moi, j'ai créé mon compte Instagram quand j'ai sorti la série parce que je me suis dit, on fait une série sur Instagram, il faut. Donc, je suis pas une boumeuse, mais je suis quand même pas loin. Et en fait, j'ai découvert tout ce petit monde-là qui, comme je vous disais, en fait, se parle énormément et se connaît. Donc, on se connaît, on peut se refiler des plans, on peut se dire aussi quand il y a un truc qui est bien, quand il y a un truc qui est pas très bien. Voilà, il y a une espèce de... Alors pas tout le monde, mais quand même beaucoup. Et notamment, s'il y a un musée qui vient voir quelqu'un... Moi, plusieurs fois, j'ai demandé à Vénus et Piletel la chatte, attends, là, il y a un tel qui me demande un truc, toi, tu fais payer combien, machin, bidule, ou tiens... Voilà. En fait, c'est cool, parce que ça crée une espèce de petite... aussi matière à penser, quoi. Et là, on va faire un truc, par exemple. Donc là, je vous ai mis quelques petits QR codes parce que je me suis dit qu'il fallait que j'assume ma position ici d'influenceuse. Et notamment, ceux que j'ai rencontrés, par exemple, aussi grâce à Instagram, c'est les queer tours, des guides conférenciers qui font des visites queer dans Paris. Et avec qui, du coup, quand le musée Carnavalet m'a proposé de mettre en place une visite queer dans les collections et pour l'histoire de Paris, donc j'ai dit, moi, je suis pas historienne, je m'y connais pas trop là-dessus, etc. Mais par contre, il y a des jeunes gens qui font ça déjà dans les rues de Paris, donc je les ai contactés et donc on a mis ça en place. Et la première a eu lieu le week-end dernier. Et donc des visites régulières. Avec une relecture, enfin en tout cas un parcours juste de l'histoire queer de la ville de Paris à l'intérieur du musée. Voilà, ça c'était un peu pour montrer cette espèce de mise à plat et ce nouveau dialogue qui se crée entre eux. Par exemple, il y en a un qui a fait des études d'histoire, l'autre des études d'histoire de l'art. Ils sont guides conférenciers, donc ils ont un métier qui est pas historien de l'art, mais c'est quand même un métier qui est le leur, et que tout ça peut communiquer et on peut aussi se servir les uns les autres. C'est-à-dire que ça peut aussi servir tout le monde en bonne intelligence. Est-ce que vous voulez ajouter... En tout cas, ce qui est vrai, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, Florian, les musées, en tout cas, sont évidemment très demandeurs de... Enfin, et moi, je le vois en étant dans la presse. Maintenant, quand il y a des visites presse, il y a des visites pour la presse, pour les journalistes, et des visites pour les influenceurs. Ah bah ouais. Et moi maintenant je reçois des invitations. Les gens pensent que je suis une influenceuse d'histoire de l'art. Je reçois des invitations à plein d'expos, d'avant-première. Et je pense qu'il y a deux trucs. Et on en parlait justement avec quelqu'un de la com de Paris Musée. Il y a à la fois une exigence de communication autour des expos pour faire venir les gens, et à la fois une exigence de vulgarisation. Et c'est vrai que c'est cette espèce d'entre-deux. Qui est peut-être discutable, mais qui est pris en charge par ces partenariats qui sont des partenariats financiers, parfois avec les influenceurs. C'est-à-dire que les influenceurs histoire de l'art, ils sont payés. Hugo, par exemple, il est payé par le musée de Lille qui va faire une expo sur machin pour aller faire un aller-retour à Lille, faire sa petite story, enfin lui-même comprendre l'expo, la synthétiser en faisant des petites blagues. Et c'est comme ça qu'il vit. Donc, à la fois, il fait un petit cartel. Enfin, c'est à la fois de la vulgarisation et de la com. Oui. Ça me permet de rebondir en fait sur ce qu'on disait. C'est vrai qu'il y a moins de sous à l'université, mais on n'a pas cette problématique du public.
Et je pense que c'est là aussi où ça se joue. C'est-à-dire il y a les étudiantes, les étudiants qui sont là. Il n'y a pas de, on ne doit pas rendre des chiffres de fréquentation pour l'instant, j'ai peur. On ne doit pas rendre de chiffres de fréquentation des cours, des séminaires, des colloques, etc. Voilà, on n'a pas de public à capter. C'est pour ça que, voilà, côté musée, c'est encore une autre. L'exigence de médiatisation, elle est en fait très très large. Et c'est aussi pour ça qu'ils sont à l'avant-garde sur ces questions de nouvelles écritures. Et en France, c'est très marqué, il faut le dire, c'est quand même historiquement, et pour toutes celles et ceux qui ont fait des études d'histoire de l'art, on le sait, on l'a toujours entendu, musée, université, c'est l'espèce de... Voilà, il y a un gouffre, etc. C'est en train de changer quand même pour tout un tas de raisons, mais historiquement, il y a quand même un gouffre assez fort qui fait que voilà, ça a pris aussi des directions un petit peu différentes. Je vais remercier encore Hortense, Florian et Claire pour leur dialogue, pour leur réflexion. Merci à vous et avant de vous quitter, juste vous inviter à revenir le mois prochain pour le prochain débat de l'INHA. On changera de culture, on parlera plutôt de la question des marges et de la marginalité en histoire de l'art avec Jean-Baptiste Carobolante et Marie-Laure Vial. Et vous invitez aussi tous les jeudis en salle Vasari pour l'état de l'art. Et la semaine prochaine, nous évoquerons un ouvrage qui s'intitule Histoire au pluriel de l'art avec Olivier Bonfait. Merci.